Eh bien, rebonjour pour la dernière émission de cet après-midi consacrée aux droits des actifs en formation, donc à savoir quels sont les différents statuts, les différentes modalités, comment mobiliser un financement. Ce sont les grandes questions où nous allons vous apporter, dans tous les cas cet après-midi, un certain nombre de réponses. Donc avec moi, mon rejoint. Tout d'abord, nous allons présenter donc l'invité qui est donc à ma droite, donc qui est Myriam Cabaret, qui est donc salariée à l'Université de Bourgogne et donc qui a suivi un parcours de formation et qui va nous raconter un petit peu ultérieurement son parcours et comment elle a mobilisé ses droits en formation. Et bien sûr, nous retrouvons donc mon collègue Laurent qui va donc nous présenter de manière globale, générale, quels sont nos droits à la formation, comment se former. Donc Laurent, on y va? Nous sommes partis. C'est parti. Rebonjour à tous, ou bonjour pour les nouveaux arrivants. Bien sûr. Alors du coup, formation continue, ça englobe tellement de concepts, tellement de choses. On entend souvent parler formation continue, formation professionnelle continue, formation tout au long de la vie. Peut-être déjà qu'on soit clair et précis, peut-être nous expliquer réellement de quoi on parle et d'être clair sur tous ces concepts. Oui, ce sont des termes qui sont connexes, mais qui ont évolué au cours du temps. La formation continue, c'est le terme qui a été fixé il y a le plus longtemps. Il est rentré dans le cadre de la loi en 1939. Donc la formation continue, c'est un mode d'apprentissage qui est proposé aux professionnels, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, afin d'améliorer leurs compétences et puis d'acquérir de nouvelles spécialités et de nouvelles compétences qui vont leur permettre de s'adapter au mieux au marché de l'emploi. C'est cette notion générale que couvre le terme de formation continue, qui met en avant la notion de salariat ou de demandeur d'emploi, donc de gens qui vont revenir chercher une formation après être sortis du système de formation dit initial. C'est pour ça qu'il y a souvent une opposition entre ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Ce sont des gens qui sont rentrés dans le marché de l'emploi ou qui sont demandeurs d'emploi et qui vont venir acquérir des compétences pour être plus performants au niveau de leur activité professionnelle. Ce terme qui était le premier utilisé, qu'on utilise encore beaucoup, au CFK y compris, est un terme qui petit à petit s'est vu associé, puis a été remplacé par le terme de formation professionnelle continue. On a rajouté à formation continue au milieu la notion professionnelle. Et donc cette notion intègre l'acquisition de nouvelles compétences tout au long de sa vie active, qui vont permettre soit le maintien de l'emploi, soit le retour à l'emploi. Donc on est bien toujours dans cette logique de qualification de salarié ou de demandeur d'emploi, ou alors qui vont permettre d'optimiser ou de réorienter le parcours professionnel. Et ça, c'est la première utilisation légale, régalienne du terme formation professionnelle continue. Elle date de 1971. On voyait qu'il y a déjà un pas de temps entre 1939 et 1971. Et ce terme de formation professionnelle continue est une obligation nationale qui est inscrite dans le Code du travail au niveau de l'article L6311-1 du Code du travail. C'est le premier article qui interfère sur la partie formation. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître le terme de formation tout au long de la vie, qu'on réduit par l'acronyme FTLV, qui fait résonance au Long Life Learning qu'on a dans les pays anglo-saxons. Et cette notion, qui est toujours associée à la formation continue, c'est en fait une notion qui met en avant un continuum de formation dans la poursuite de ses études après la formation initiale, tout au long de sa vie active. Et donc, c'est la formation tout au long de la vie, c'est le fait que pendant toute sa vie,
on va pouvoir acquérir des compétences dans son activité professionnelle, dans ses activités associatives ou dans ses activités bénévoles qui vont servir la qualification des salariés et l'adéquation avec le marché de l'emploi. Donc cette notion de formation tout au long de la vie est une notion qui enfonce peut-être une porte ouverte, mais qui est là pour montrer que on ne sort pas de ses études et on rentre pas dans le marché du travail et après on se forme plus. Partant du principe qu'on applique bien que ce qu'on a bien appris. J'ai l'habitude de dire avec les jeunes que je côtoie que moi, quand j'ai commencé de travailler, pour téléphoner à quelqu'un, il fallait avoir des sous dans la poche et une cabine. Pourtant, je suis pas si vieux que ça, c'est il y a 30 ans. Maintenant, on a tout sur son téléphone portable. Il a fallu que j'acquière quelques compétences nouvelles pour lesquelles je n'avais pas été formé. Et eux, je leur dis, imaginez dans 30 ans ce qu'on va vous demander, qui sont des choses que vous n'aurez pas obligatoirement appris sur les bancs de l'école et pour lesquelles il va falloir que vous alliez vous reformer, que vous alliez vous remettre à jour, que vous alliez acquérir de nouvelles compétences. La logique de formation tout au long de la vie, elle est là. Continuer d'apprendre, mais pas que dans sa vie professionnelle, dans tout son environnement. Hein. Voilà les trois grandes différences. Et cette formation tout au long de la vie, en France, dans le terme des lois, elle est apparue en 2004. Donc on est quelque chose qui se rapproche de nous de façon intéressante. C'est des choses dont on entend parler dans la recherche, sur la recherche en pédagogie, sur l'évolution dans la recherche sur la formation professionnelle. Et petit à petit, elles apparaissent dans les textes de loi. Voilà, pour répondre à cette question. Eh bien, merci en tout cas d'avoir pu nous expliquer et surtout différencier les concepts de formation continue, de formation tout au long de la vie. On voit un peu plus maintenant les nuances et merci pour l'explication. Du coup, moi, la question que j'aimerais te poser et que je pense un certain nombre de personnes peuvent se poser, réellement, à quoi ça sert la formation ? À quoi sert le droit maintenant de se former ? Alors, dans l'émission précédente, on a vu qu'avoir l'accès à une possibilité de réorientation professionnelle par du droit à la formation continue, parce que dans mon activité professionnelle, j'ai cotisé, je me suis ouvert des droits qui me permettent de prendre une nouvelle orientation professionnelle, parce que à 25 ans, je voulais faire ce type-là de métier, et puis arrivé à 40 ans, j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres envies. Ma vie a fait que je voulais aller faire d'autres choses et je vais acquérir de nouvelles compétences qui vont me permettre d'exercer un nouveau métier. Ça, c'est une première chose. Je change carrément de métier. J'étais responsable de formation ou chargé d'ingénierie de formation au CFK et puis je deviens boucher. Boucher, il faut bien que j'acquière des compétences. Donc, il va bien falloir que j'aille me former avant de pouvoir exercer. La formation continue, elle sert à ça. Ça peut être un but, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, la formation professionnelle, ça peut être le fait que mon employeur acquiert un nouveau logiciel qui va me permettre de travailler sur une chaîne de production. Mais ce logiciel, il faut que j'y sois formé pour pouvoir l'utiliser au mieux. Et donc, il va me faire monter en compétences en m'envoyant me former pour être plus performant sur la chaîne de production dans laquelle je travaille, ce qui me permettra à minima de me maintenir dans mon emploi et au mieux de pouvoir monter en compétences, avoir un meilleur salaire et prendre de nouvelles responsabilités. La formation continue, c'est aussi ça. Il y a plein d'éléments différents. Et puis, ça peut être aussi répondre à une volonté de curiosité intellectuelle, d'ouverture de nouveaux champs du possible, saisir des opportunités. J'ai une rupture dans mon parcours professionnel. Ça faisait quelques années que je me disais, je voudrais peut-être me former à quelque chose de nouveau et ainsi de suite. Par un élément extérieur, je me retrouve demandeur d'emploi. Pourquoi pas valoriser cette période où je suis demandeur d'emploi pour aller acquérir de nouvelles compétences qui vont peut-être faire que je vais prendre une nouvelle orientation professionnelle. C'est ça aussi la formation continue. Très bien. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair, en tous les cas, sur cette notion. Et du coup, moi, je suis quand même... excuse-moi, mais je suis un peu perdue, Laurent.
j'y comprends pas très bien les différentes réformes. On a des réformes tous les 4 ans. On est passé d'un CIF à un projet de reconversion. On est passé du DIF à un CPF qui est monétisé, qui est maintenant sur une plateforme. Enfin, tu peux pas nous replonger un tout petit peu dans l'histoire et essayer de rendre un peu plus clair tous ces concepts et tous ces dispositifs de formation qui ont vraiment beaucoup changé. Oui, donc on a une petite frise chronologique que vous voyez. Alors, comme je l'ai dit, la formation continue, elle se retrouve intégrée dans une première loi en 1939. On voit qu'il y a eu une interruption un peu dans le cadre de la loi parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées tout de suite après 1939. Et donc, on reparle de formation continue en 1946, où la formation continue, qui deviendra la formation professionnelle continue, est intégrée dans le préambule de la Constitution de notre République. Donc c'est intégré à haut niveau, hein, au niveau de l'État, au niveau de notre Constitution. La formation continue est un élément qui est inscrit de façon volontaire. Et puis après, la formation continue, on va plus trop en entendre parler. Il y a les 30 glorieuses, l'employabilité est assez facilitée. Et puis on va voir apparaître lors d'une première loi de cadrage le 16 juillet 1971. En fait, c'est les soubresauts de mai 68 avec des échanges sociaux, avec une loi qui parle pour la première fois de la formation professionnelle continue et puis qui met en place le congé individuel de formation, c'est-à-dire le fait qu'un salarié puisse demander, tout en restant salarié, de partir se former en continuant de percevoir son salaire, en continuant d'accumuler de l'ancienneté. Et sa formation va lui permettre soit de monter en compétence et il restera dans la même entreprise, soit de monter en compétence, d'acquérir un nouveau métier et de changer d'orientation professionnelle en démissionnant. C'était une légère anticipation du premier choc pétrolier et de ce qui va se passer tout de suite après. On était encore dans le plein emploi, mais ça a changé un petit peu et c'était en fait une évolution et une demande de mai 68. L'évolution significative qui suit, c'est la loi de janvier 2002 par la création de la validation des acquis de l'expérience, où on commence à reconnaître des compétences et où on met en avant le fait que dans le milieu du travail, on acquiert des compétences qui peuvent couvrir un champ de connaissances qui est valorisé par une formation. Et où, révolution à l'époque, quelqu'un peut revendiquer un diplôme par l'expérience qu'il a acquis dans le monde professionnel, sans obligatoirement revenir totalement sur les bancs de l'école. Donc imaginez-vous en 2002, un peu le paradigme et l'évolution du paradigme. Suivi en 2004 d'une loi sur l'affirmation du principe de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui relève d'un dialogue social et qui instille la création de ce qu'on appelle le droit individuel à la formation. C'est-à-dire, à l'époque, la possibilité de cumuler en heures, à cette époque c'était en heures, 20 heures de formation sur un maximum de 150 heures, permettant aux salariés d'adapter certaines de ses connaissances au regard de son employabilité et de son poste de travail. Et puis, c'est l'année où le contrat dit de qualification, qui était un des contrats d'alternance, a été remplacé par le contrat de professionnalisation. Vous allez voir que ça se rapproche. C'est-à-dire qu'on a eu une loi en 46, celle d'après 71, celle d'après 2002, 2004, et puis là, on va en enchaîner une presque tous les 5 à 4 ans. Donc en 2009, la loi d'orientation et de formation professionnelle tout au long de la vie, avec la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, et puis ce qui permet de sécuriser le parcours de formation des demandeurs d'emploi. Donc là, c'est une loi qui sécurise l'adaptabilité professionnelle des demandeurs d'emploi. Ensuite, en mars 2014, on a eu une loi qui a créé le compte personnel de formation, qui est venu remplacer le droit individuel à la formation, le DIF, mais qui, à l'époque, était toujours
en heures. C'était quelque chose d'important. Qui a créé aussi la logique professionnelle des entretiens professionnels, annuels ou bisannuels selon les conventions collectives. Avant 2014, ça n'existait pas. Et dans les entretiens professionnels, il y a l'obligation d'un volet formation. C'est quelque chose d'important. La mise en place aussi du conseil en évolution professionnelle, dont vous ont parlé les collègues dans l'émission précédente, sur l'accompagnement à la reconversion et l'accompagnement à l'émergence des projets professionnels. Et puis un renforcement de l'accès au contrat d'alternance, c'était une loi fondatrice dans plein de choses. Et puis aussi un encadrement de la formation ouverte et à distance au regard de son financement par la formation professionnelle, hein, avec une explicitation claire des différentes preuves à apporter et ainsi de suite. Ensuite, en 2016, c'est la loi travail. Alors vous allez me dire, loi travail, on parle formation professionnelle. Oui, dans la loi travail, ça consacre le droit universel à la formation tout au long de la vie et à un assouplissement de la transition professionnelle, donc un assouplissement de la logique où quand on est rentré dans une filière professionnelle et dans une branche d'activité professionnelle, on peut tourner et repartir vers une autre voie, vers une autre qualification professionnelle qui peut être totalement différente. On entend encore malheureusement assez souvent que quand on a choisi une filière, et des fois c'est même dit auprès des jeunes, eh ben c'est pas possible de revenir vers autre chose. Si tu as voulu devenir mécano, tu seras toute ta vie mécano. En gros, ça revient à la même chose. Et puis la dernière en action, en activité, c'est la loi de liberté de choix de son avenir professionnel qui date de septembre 2018, où là, il y a eu une profonde, certains ont parlé de tsunami de la formation continue, où il y a eu une profonde modification de la réforme, avec la monétisation du compte personnel de formation pour les salariés du privé, et pas pour les salariés du public. On verra après la chose. Les opérateurs, les organismes paritaires collecteurs de fonds auprès des entreprises sont devenus des OPCO, des opérateurs de compétences, qui ne sont plus collecteurs de fonds, mais qui accompagnent les efforts de formation. La création d'un organisme qui s'appelle France Compétences, qui coordonne une grande partie des reconnaissances professionnelles des formations et des niveaux de prise en charge des coûts d'apprentissage, et ainsi de suite. Et puis la généralisation de la nécessité de certification qualité des organismes de formation. C'est pour ça que le CFK est lui-même certifié 2 fois. Parce que une fois, ça suffisait pas, il fallait aller chasser d'autres certifications. Voilà. Vous avez vu, depuis 2009, hein, une loi tous les 5 à 4 ans. Donc, je crois qu'on est en 2022. Donc, on envisage une proximité d'une nouvelle réforme. Voilà. Une nouvelle réforme qui nous va encore nous chambouler puisque nous commençons tout juste, Ah oui. allez, depuis 1 an ou 2 à être à l'aise avec la réforme de 2018. Donc, bien sûr, il nous en faut une nouvelle pour qu'on puisse réapprendre constamment à changer, encore une fois, nos pratiques. Mais ce qui rend C'est aussi notre métier intéressant et riche, c'est que c'est un métier en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Et c'est ce qui fait que on aime bien apprendre. De toute façon, on est dans une institution qui fait qu'on est là pour apprendre toute sa vie. et donc, nous, on est les premiers à nous appliquer nous-mêmes la logique de formation tout au long de la vie, puisque Exactement. on est en formation tout le temps, puisque ça change tout le temps. Pour une fois, nous ne sommes pas forcément les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, tout à fait. Ok, merci Laurent du coup pour ces petits rappels historiques et justement qui permet de recontextualiser un peu la formation professionnelle, la formation continue. Peut-être du coup une question que nos téléspectateurs peuvent se poser, c'est est-ce que il y a une différence entre la formation, entre le secteur public, la formation entre le secteur privé? Est-ce que la formation, en fait, c'est un vrai droit commun pour tous, n'importe quel actif? Alors, oui, c'est ce qui explique son inscription au niveau du droit français. C'est un droit commun, quelle que soit la typologie
de statut dans lequel on est dès qu'on est rentré dans la vie active, qu'on soit titulaire de la fonction publique, contractuel de la fonction publique, contractuel d'un employeur privé ou demandeur d'emploi ou en profession libérale, c'est un droit de se former tout au long de sa vie professionnelle, voire tout au long de sa vie active, puisque par exemple, la réforme de 2019 a acté le fait que le compte personnel de formation peut être mobilisé jusqu'à 5 ans après la prise de retraite. Ça veut dire que quand on est en retraite, on a le droit de continuer de se former, on a encore la possibilité d'être actif, peut-être plus dans un monde professionnel, mais dans le monde du bénévolat, dans le monde associatif. Et donc, à ce titre-là, on a besoin d'avoir des compétences au clair et des compétences modernes. Et donc, on a le droit de venir se former, même si on fait toujours partie du monde actif. Donc, c'est un droit commun. Alors, on va le voir après, les capacités, les caractéristiques d'accès peuvent être différentes. C'est-à-dire que quand on est dans le public et dans le privé, les modalités de financement sont différentes, les modalités de mobilisation du droit à la formation sont différentes, mais le principe général, tout actif a le droit de se former tout au long de sa vie professionnelle. C'est inscrit dans notre droit, c'est inscrit dans notre constitution, c'est dans le préambule de la constitution. Voilà. Il n'y a pas de différence entre je suis public, je suis privé. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et dans une logique qui est de plus en plus renforcée vers la notion d'acquisition des compétences et d'adaptabilité au poste de travail. Donc il y a une évolution permanente. Pourquoi? Parce que les postes de travail évoluent de façon perpétuelle. Et puis que les indicateurs nous signalent qu'en 2050, 50% des emplois de 2050 n'existent pas encore. Ça veut dire qu'on est en train de former des gens auxquels il va falloir qu'on apporte des compétences dans les 15 à 20 ans qui viennent. Donc, obligatoirement, il y aura toujours cette notion-là qui sera renforcée. Et sur le marché économique et pour le bien-être des gens, il est bien évident que être bien dans son poste, avoir du sens dans le travail qu'on mène, savoir pourquoi on va au travail et si on y va avec motivation, bien évidemment, il y aura plus de motivation, il y aura plus de fonctionnalité, il y aura plus de rentabilité. On vivra dans une communauté où ça fonctionnera mieux. Ok, merci Laurent. Eh bien, je pense que nous allons nous retourner du côté du chat en direct. Céline, avons-nous une question? Oui, nous avons une question. J'aimerais apprendre la maîtrise d'un nouveau logiciel pour mon poste actuel. Est-ce possible via la formation continue? Comment cela se passerait-il? Alors, possible via la formation continue, à condition que l'enseignement à la maîtrise de ce nouveau logiciel se fasse au sein de l'université. De toute façon, ça sera possible par le biais, alors tout dépend de la typologie de l'employeur, si c'est un public ou privé, si ça s'inscrit dans une réforme générale, mais quand on a nécessité de travailler avec un nouveau logiciel, quand il est imposé professionnellement, en principe, dans le package d'intégration du nouveau logiciel dans la suite logicielle qui est l'environnement de travail, il y a toujours une partie formation. Et ça relève de la formation continue. C'est même de la formation continue en temps réel, où c'est souvent pris en charge directement par l'employeur ou le service, et où c'est même pas le salarié qui en fait la demande. C'est simplement une adaptation à son poste de travail. Donc c'est de la formation continue. Ça fait partie des formations dites obligatoires, en tous les cas indispensables à la prise de poste. Donc, ou au maintien du poste, voilà, ou au maintien du poste. à la mise en place d'une nouvelle, d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle suite logicielle en interne dans les 3 ans qui viennent. Si Apogée est remplacé par Pégase, je pense qu'il y aura tout un ensemble de formations
pour s'approprier dans tous les services de scolarité Pégase. Ça fait obligatoirement partie de la formation continue. Et là, c'est l'organisme, carrément, c'est l'université qui va mettre en place ce système-là. Alors, la personne précise, le logiciel n'est pas imposé par le poste, mais me permettrait de développer de nouvelles compétences et de nouveaux projets. Alors, oui, donc là, c'est pas difficile. Il faut en parler en direct. Et puis, ça doit faire aussi partie de l'entretien professionnel annuel pour que le salarié demande à son N+1 qui fait l'entretien à se former en argumentant le pourquoi du comment ça va servir à son poste, mais peut-être aussi globalement au service en entier. Et ça peut effectivement être pris en charge dans le cadre du budget formation continue au sein du service ou au sein du département ou au sein de la composante. Après, il y a plusieurs grades, tout dépend le prix du logiciel. Est-ce que, en parlant à son N+1, peut-être que le N+1 va se rapprocher du service de coordination de la formation au sein de l'université, et puis que ce service aura eu déjà la demande dans d'autres départements pour la même typologie de formation, pour 3 personnes. Et quand on demande, si vous êtes 3 à aller à la même formation en dispersé, et si vous êtes 4 en y allant en coordonné, il y a peut-être une possibilité de mettre en place une formation, une coordination financière qui coûterait moins cher à tout le monde qu'un par un. Voilà, c'est aussi pour ça que des fois on coordonne dans les services. Alors ça n'arrive pas tout de suite. Il y a une certaine inertie des fois. Alors ça, c'est peut-être pour la partie, peut-être pour compléter, là, toi, tu as plus Mmh. donné, on va dire, la partie globale, vraiment, j'en parle à mon employeur, avec tout d'abord une possibilité de prise en charge employeur. Après, ce qui peut également se passer, c'est qu'on peut avoir des financements peut-être plus de l'ordre individuel, si en plus de là, le sens de la question était je veux me former moi-même pour monter en compétences, peut-être seul, effectivement, peut-être partir sur des financements tels que, on le verra plus tard, Laurent nous en parlera, mais plus peut-être sur un CPF, si les formations sont éligibles par ce biais-là, de mobiliser son CPF ou tout type de financement autre qu'un financement purement prise en charge employeur, surtout si, on va dire, la maîtrise de ce logiciel-là n'est pas obligatoire pour le poste en lui-même. Tout à fait, tout à fait. Et puis il peut y avoir des financements multiples aussi. Aussi. Il peut y avoir un puzzle qui permet de prendre en charge la formation. Hein, Voilà. Je crois que Myriam va nous en parler. Voilà. C'était son cas. Voilà, Voilà. c'est ça. Des abondements peuvent être possibles entre plusieurs modalités de financement. Et bien sûr, on y reviendra tout à l'heure avec donc, du coup, le témoignage de Myriam. Donc, du coup, je pense qu'on peut peut-être continuer. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, Céline? Non, pas d'autres questions. Très bien, eh bien parfait. Ça nous permet donc peut-être d'engager le propos sur, peut-être Laurent, la différence. Du coup, tu nous parlais que les dispositifs étaient les mêmes, que ce Mhm. soit dans le secteur public, dans le secteur privé. Peut-être alors rentrer un petit peu plus dans le détail sur certains dispositifs pour que tu expliques la différence qu'il peut y avoir entre me former sur ce dispositif-là dans le secteur public et dans le secteur privé. Tout à fait. Ok. Alors, je vais en parler parce que ça en fait partie. L'alternance est une modalité qui peut permettre de se former pour quelqu'un qui est demandeur d'emploi, par exemple. Dans le secteur public, l'alternance n'est possible que par le biais d'un contrat d'apprentissage. Il faut avoir 29 ans révolus. L'université, en tant que structure employeuse, et certaines de ses composantes embauchent des apprentis. Et il y a des apprentis qui sont formés à l'université. Ça nécessite bien évidemment qu'il y ait un maître d'apprentissage qui encadre le système. Dans le secteur privé, les 2 typologies de contrats d'alternance sont possibles, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage sont possibles jusqu'à 29 ans révolus. Donc c'est 29 ans, 364 jours, 23 heures et 59 minutes. Voilà, il ne faut pas avoir 26 ans. Et le contrat de professionnalisation est possible jusqu'à 25 ans révolus. Et si on a plus de 26 ans, le contrat de professionnalisation est possible à condition d'être demandeur d'emploi. Et si on est demandeur d'emploi de plus de 45 ans, il y a en plus une possibilité d'être complémentaire par Pôle emploi pour les employeurs parce qu'ils embauchent en alternance un demandeur d'emploi
ayant plus de 45 ans. Et bien évidemment, il y a obligatoirement tuteur d'alternance. Et donc, l'apprenant met en relation ce qu'il apprend en organisme de formation et comment dire, la mise en fonction directe de ce qu'il apprend dans le cadre de l'entreprise, avec un retour. C'est ce que permet cette notion dite d'alternance, où on alterne entre l'organisme de formation et l'entreprise. Et il existe des aides pour les employeurs dans le secteur privé, et puis des allègements de charges patronales dans le privé et dans le public. Voilà, ça c'est la première façon de pouvoir se former. On a souvent tendance à penser que l'apprentissage, c'est pas possible dans l'enseignement supérieur. La réponse est oui. Et que de l'apprentissage à l'université, c'est pas possible. La réponse est non. On peut se trouver un contrat d'alternance à l'université. Très bien. Merci Laurent pour ces explications sur la différence entre l'alternance dans le secteur public et privé. Je renvoie quand même les téléspectateurs sur le replay de l'émission de ce matin où nous avons parlé pendant un certain nombre de temps sur l'alternance. Donc vous pourrez aller revoir en tous les cas cette émission, je pense, dès demain sur la chaîne de l'Université de Bourgogne, où je crois même qu'elle est déjà en ligne. On me spécifie à l'oreillette qu'elle est peut-être déjà en ligne. Et du coup aussi, vous informer que vous pouvez également aller trouver un certain nombre d'informations sur le portail de l'alternance, un site internet qui est très bien fait, où vous avez un certain nombre de simulations, de simulateurs pour tout ce qui est les coûts salariales, les aides possibles pour les deux types de contrats, que ce soit l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Donc employeurs, étudiants qui regardez cette émission, vous pouvez d'ores et déjà aller regarder un peu, selon vos caractéristiques, le coût que ça pourrait représenter. Très bien, eh bien, parfait pour l'alternance. Moi, je te propose qu'on continue avec ce qu'on appelait avant, je crois, le plan de formation à l'initiative de l'employeur. Voilà, donc le plan de formation à l'initiative de l'employeur, qui, dans notre secteur public, a été dénommé maintenant le plan de développement des ressources humaines, et qui, dans le secteur privé, s'appelle le plan de développement des compétences. L'évolution du terme date de la loi de 2018, avec une refonte complète du système. Dans le secteur public, on est dans le cadre d'une logique de proposition d'un catalogue de formation, qui est un catalogue de formation orienté compétences métiers, et où chaque salarié, qu'il soit de l'organisation publique, qu'il soit contractuel ou qu'il soit titulaire de son poste, peut mettre à profit pour monter en compétence afin de mieux maîtriser certains logiciels, d'avoir plus d'aisance à parler en public, plus d'aisance à gérer son temps. Il y a plein de choses différentes sur la comptabilité et ainsi de suite. Donc là, on est bien dans un catalogue proposé par l'employeur. Dans les gros groupes du secteur privé, il y a ce même type de catalogue qui est proposé, avec des compétences métiers nécessaires, qu'on retrouve aussi dans le public sur les diplômes de premier secours, où c'est des éléments de cette dimension-là. Bien évidemment, que ça soit le plan de développement des ressources humaines ou le plan de développement des compétences, la remontée de la demande faite par le salarié se fait au moment des entretiens professionnels, où la personne émet sa volonté de se former, son souhait d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être aussi à ce moment-là que la personne qui gère l'entretien professionnel instille aux salariés, tiens, si tu veux, il y aurait peut-être la possibilité que tu montes en compétence en allant te former en faisant telle ou telle formation. Le catalogue dans le secteur public et à l'université, par exemple, c'est un catalogue qui est souvent interne. Il peut y avoir des demandes de formation externe qui sont gérées de façon ponctuelle. Dans le cadre du secteur privé, par exemple, les diplômes universitaires accueillent des salariés dont la formation est prise en charge par leur employeur dans le cadre du plan de développement des compétences,
parce que ce salarié a émis le besoin d'avoir ce type de compétences et qu'ils sont entendus pour que ce soit l'employeur qui prenne en charge la formation. Dans le cadre du secteur privé, c'est l'opérateur de compétences et ou l'employeur qui vont prendre en charge la formation. Au niveau de l'université, il y a un service dédié qui accompagne l'effort de formation et le plan de formation des différents salariés du service. Ok, très bien. Je pense que nous avons du coup une question en direct. Alors, oui, nous avons une question. J'envisage de changer de carrière car mon métier est très physique et devient difficile avec l'âge. J'aimerais me reconvertir vers un autre métier, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne suis pas trop fait pour les études. Quelle solution pour moi? Alors, la première chose, c'est d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle. C'est le but principal de ce métier. C'est quelqu'un qui va vous accompagner à faire émerger ce qui serait bien pour vous dans la formation. Et puis, c'est lui qui va vous accompagner sur les aspects administratifs aussi. La pénibilité au travail et les aspects de l'usure physique au travail donnent des droits complémentaires à la reconversion professionnelle. Hein, il peut y avoir, par exemple, une obligation médicale pour incompatibilité physique ou développement d'allergies à certains produits chimiques dans certaines industries ou dans certains métiers. Par exemple, une personne qui est coiffeuse et qui développe une allergie aux solvants qui font la teinte des cheveux. Elle va avoir beaucoup de problèmes à continuer son activité professionnelle. Donc là, il va y avoir un acte médical qui va signaler que la personne ne peut plus exercer son activité professionnelle et elle va être prioritaire sur la mise en place de tous les systèmes de reconversion professionnelle avec, bien évidemment, le conseiller en évolution professionnelle qui va être là pour envisager le possible de la reconversion professionnelle, sachant que il n'est pas obligé de reprendre des études sur des longs termes pour se reconvertir professionnellement. Il y a plein de systèmes qui existent, il y a plein de dispositifs qui existent avec possibilité d'intégration dans des entreprises, sur des postes aménagés qui vont permettre à quelqu'un qui n'était pas ou peu qualifié de monter en compétence sans obligatoirement avoir l'obligation de refaire un diplôme en allant à l'école, puisque la terreur peut être l'école. Exactement. Mais nous sommes là également aussi pour rassurer. Hein. C'est un peu aussi une de nos missions au CFK, c'est d'aider. Je dirais même aussi, c'est un peu un coaching des fois quand on reçoit nos candidats, nos stagiaires, qu'on les a au téléphone ou par mail ou en physique. Le principal, c'est aussi de les rassurer. On est là pour leur donner les tenants et les aboutissants d'une formation, mais aussi de leur dire, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans la démarche. Soit vous êtes en collaboration avec d'autres acteurs. Par exemple, tout à l'heure, dans l'émission précédente, on parlait de Transition Pro, qui est également un acteur. Mais nous sommes là aussi bien pour les enseignants que pour les administratifs, que pour les tout autres stagiaires qui viennent se former, pour être là à votre écoute et disponible. Et on vous aide, on répond à chaque problématique. Et depuis, en tout cas, que je suis au CFK, et ça commence à faire un petit peu d'années, et Laurent pourra compléter également, chaque cas est unique, chaque personne est unique, chaque situation est unique. Vous pouvez très bien être 5 stagiaires de formation continue dans la même formation. On peut être certain qu'on aura au moins 4, voire même 5 profils différents. Sûr. Entre un financement par un CPF, un financement par Pôle emploi, un abondement entre Pôle emploi et un CPF, un projet de transition professionnelle, on peut avoir vraiment une mixité de public, une mixité de financement, une mixité de dispositifs et c'est ça qui est enrichissant et dans tous les cas, on est vraiment là pour vous appuyer, vous soutenir dans votre démarche. Il arrive régulièrement, pas tout le temps, mais que la personne demande en conseil parce qu'elle envisage de faire une formation à l'université. À la fin de notre entretien, elle ne viendra pas à l'université parce que c'est pas la chose qui lui correspond.
professionnellement dans sa volonté de reconversion. Ça prend trop longtemps, ça va lui demander trop d'investissement. Elle n'a pas une vision encore très formalisée du métier. Donc le premier conseil, c'est aller enquêter auprès de personnes qui font ce métier-là. Puis revenez vers nous si ça correspond à ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a aussi des personnes qui fantasment un métier et où l'intérêt du métier pour eux, c'est 20%. Et quand ils l'exercent vraiment, il y a 80% du métier qui correspond pas du tout à ce qu'ils voulaient faire. Donc autant qu'ils s'en rendent compte avant d'intégrer un dispositif de formation que ça se révèle pendant le dispositif de formation. Voilà, c'est mieux pour eux. Merci Laurent. Je pense que nous avons donc répondu à la question. Est-ce que nous avons une seconde question? Oui, une autre question. Y a-t-il un accueil particulier aux travailleurs handicapés à l'Université de Bourgogne? Alors, il y a une cellule dédiée à l'Université de Bourgogne qui accompagne les apprenants en situation de handicap. Au sein du CFK, on a une référente dédiée pour tous les apprenants en situation de handicap qui sont au niveau de l'apprentissage préférentiellement. Et puis, on a un accompagnement au niveau de l'université. Donc déjà, tous les bâtiments sont accessibles pour les personnes souffrant d'un handicap physique et à mobilité réduite. Il y a des possibilités d'accès systématique par des rampes, pour des escaliers, et ainsi de suite. Et puis, on développe aussi la mise en place de dispositifs où l'apprenant peut être dans la salle de cours en étant à la maison, avec des robots automatisés qui filment une interactivité en direct, par exemple. On a ce genre de dispositifs qui sont en partie gérés par nos collègues qui gèrent l'émission actuellement. Donc oui, les personnes en situation de handicap à l'université, il n'y a aucun souci. On a même des personnes qui ont un handicap moteur qui font qu'elles sont dans des fauteuils et qui ont des animaux d'accompagnement parce que pour prendre des choses, elles n'ont pas obligatoirement la mobilité. C'est le chien qui leur donne. Elles viennent en cours avec leur animal d'accompagnement. Pas de problème du tout avec ça. Ok, merci Laurent. Et du coup, peut-être une dernière avant qu'on continue Oui. notre déroulé. Quel conseil pour l'orientation des travailleurs handicapés? Alors, le conseil pour les gens qui sont travailleurs actuellement, bien évidemment, ils vont relever exactement de la même typologie de prise en charge et de droit à la formation continue. Ils sont salariés avant d'être handicapés. Ils sont régis par le Code du travail avec un aménagement spécifique lié à leur situation de handicap. Ils ont un organisme particulier qui s'appelle... ça y est, celui où l'année est fâchée le public, donc c'est l'AGFIP. Voilà. Qui s'appelle l'AGFIP et qui peut les accompagner financièrement dans l'adaptation du poste de travail et nous accompagner, nous, organismes de formation, si par exemple la personne est malvoyante et qu'il faut, par exemple, des photocopies spécifiques avec des caractères plus gros. Ça peut arriver qu'on ait ce genre d'aménagement à mettre en place. Et donc là, oui, il y a possibilité d'aménagement spécifique et l'orientation. On va donner les mêmes conseils, c'est pas des candidats différents. Donc, comment se passe l'acte de candidature? Comment vous envisagez de financer votre formation? Voilà, avec cette petite particularité qu'ils sont en situation de handicap, mais autrement, c'est exactement le même type d'apprenant que les autres. Et on leur apporte exactement le même type de conseils. Très bien, j'espère que ça aura répondu en tous les cas à l'interrogation posée en tous les cas sur le chat. Du coup, peut-être Laurent, pour faire une petite coupe, moi je te propose qu'on accueille tout simplement et qu'on discute un petit peu avec notre témointe du jour. Donc, bonjour Myriam, bienvenue. Bonjour. Voilà, Merci. bienvenue. Donc, vous êtes du coup salarié de l'Université de Bourgogne. Vous avez suivi un parcours de formation. Et bien, du coup, je pense que je vais vous laisser la main pour vous présenter
et peut-être présenter votre parcours professionnel et ensuite on parlera un peu plus du vif du sujet sur votre parcours de formation. Oui, donc je suis actuellement technicienne en pédagogie numérique multimédia au sein du service pédagogie numérique et ressources de la direction du numérique, le service qui nous accueille actuellement. Et donc mon parcours était un peu particulier et riche parce que j'ai fait plusieurs reconversions professionnelles. J'ai débuté en tant que retoucheuse en photographie. J'ai fait une reconversion professionnelle en paysagisme. Et puis après, ensuite, j'ai intégré, j'étais responsable technique dessert de l'Université de Bourgogne pendant 11 années. Et j'ai eu malheureusement un accident du travail. Et là, j'ai fait appel à la cellule de reclassement. J'ai fait une reconversion professionnelle en publication assistée par ordinateur, ce qui m'a permis d'intégrer après le service Relations internationales en tant que chargée de communication. Et ensuite, l'EAD, l'enseignement à distance, où là, j'ai continué à faire de la communication. Et ce service étant rattaché à la pédagogie numérique, me voici ainsi ici. Voilà. Eh bien, effectivement, un parcours riche, je suppose très, très intéressant et en tout cas rempli de compétences diverses et variées. Donc, du coup, racontez-nous, vous avez suivi une formation à l'université. Donc déjà, quelle formation et pourquoi ? Alors, j'ai suivi en fait le DAUA, le diplôme d'accès aux études universitaires option littéraire. Pourquoi ? Parce que mon parcours a fait que malheureusement, je n'ai pas obtenu mon baccalauréat et ça a été un grand regret. Donc, étant donné que je travaillais à l'enseignement à distance et que je gérais moi-même ce diplôme administrativement, et donc je connaissais ce diplôme, et bon, j'y pensais, et puis un jour, je me suis jetée à l'eau. Donc, j'en ai parlé à Laurent, puisque Laurent était mon homologue au niveau du CEFCA. Et puis, le projet a mûri, et puis je me suis lancée. Et j'ai choisi de faire cette formation en présentiel parce que, étant donné que je gérais déjà le DAUA à distance, je voyais un peu la difficulté à distance et j'avais vraiment besoin d'avoir des interlocuteurs, donc les enseignants, en face de moi pour pouvoir échanger. Et j'ai choisi aussi de suivre le DAUA sur 2 années, étant donné que je voulais concilier mon travail et cette formation et avoir le plus de chances de réussir ce diplôme. Donc, j'ai préféré le faire en présentiel et sur 2 années. D'accord. J'avais cette possibilité. Donc, j'ai choisi de le faire en 2018-2019, 2019-2020. Ce qui m'a permis de prendre le temps de pouvoir bien assimiler les connaissances et surtout ne pas avoir d'échec. Voilà, de vraiment réussir ce diplôme. Donc, grâce à votre témoignage, dans tous les cas, on voit bien que justement l'adaptabilité, l'accompagnement individualisé, le parcours de formation individualisé est possible. En tous les cas, à l'Université de Bourgogne, vous en êtes le cas aujourd'hui, en tous les cas devant nous. Peut-être revenir sur les étapes qui ont justement ponctué votre projet. Donc, on a bien compris, voilà, c'était un souhait, vous l'avez vécu, en tous les cas, vous l'avez vu, vous avez vu les étudiants passer, vous vous êtes dit, bah, un jour, pourquoi pas moi ? Vous êtes venu, mais du coup, comment ça s'est passé ? Donc, vous êtes mis en relation avec Laurent. Et après, quelles ont été vraiment les grandes étapes entre le moment où vous avez contacté Laurent, et jusqu'au moment, on va dire, où vous avez vraiment intégré la formation ? Je suppose qu'il y a eu quand même un certain nombre de démarches, en tous les cas administratives, financières. En parler peut-être à votre service de l'époque pour avoir un financement, ou est-ce que c'était un financement personnel ? Peut-être qu'on peut revenir sur cet aspect-là. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite au DAUA et donc j'en ai parlé bien sûr à ma responsable, à ma directrice, la directrice du numérique, qui a tout de suite validé mon projet. Et donc j'ai vu avec elle ma formation la première année était financée par le service. Moi, j'ai réglé donc les frais d'inscription administrative. Voilà. Ok, d'accord.
Donc ça, c'est pour la première année. Oui, tout à fait. Et pour la deuxième année, du coup, Et vous pour avez la un autre deuxième type de année, financement voilà, pour la deuxième année, j'ai eu un autre type de financement puisqu'entre-temps, le CPF a été mis en place. Donc là, j'ai sollicité le service développement des ressources humaines afin de mobiliser mon compte formation. Voilà. D'accord, intégralement. Oui, ou c'était un... Non, pas intégralement parce que j'avais pas besoin. J'avais besoin d'une certaine partie, mais c'était pas le compte intégral du tout. Voilà, mais je veux dire, vous avez juste utilisé votre financement compte personnel de formation, uniquement. Il y a pas Oui, eu tout à fait. d'abondement. Voilà. Non, juste le compte personnel de formation, tout Ok. à fait. D'accord, ok, très bien. Eh bien, peut-être déjà, ce qu'on peut peut-être faire, du coup, vu que Myriam nous parle du compte personnel de formation, Laurent, ce que je te propose, c'est peut-être justement de peut-être différencier, justement, comme on l'a fait pour les autres dispositifs, la différence entre le compte personnel de formation dans le secteur public et dans le secteur privé, ce qui change, est-ce qu'on est toujours lié à la même plateforme, si le CPF est bien monétisé dans les deux cas. Je te laisse la main, du coup, pour leur présenter ce dispositif. Oui, donc le compte personnel de formation, je vous rappelle, hein, l'évolution du droit, création du droit individuel à la formation, qui est devenu CPF en 2014 et qui, à la réforme de 2018, a été monétisé pour le secteur privé, pas pour le secteur public. Donc c'est une première différence. Le compte personnel de formation, c'est un compte où j'accumule un droit personnel à la formation. C'est pas de l'argent qui est à moi, c'est pas des heures qui sont à moi. Il y aura toujours un passage avec mon employeur quelque part, et ça me permet d'acquérir des compétences ou de me donner des possibilités de formation que je n'aurais pas envisagées. Ça reste dans un cadre qui n'est pas un gros volume de formation, hein. Donc ça, c'est la première chose. Alors, en 2018, suite à la loi de 2018, il a été mis en place une application qui est accessible via Internet, qui s'appelle Mon compte formation. Faites attention, il y a des velléités de, de fraude, et donc il faut bien aller chercher le Mon compte formation où il y a un .gouv dans l'adresse Internet de l'application. Et puis, faites attention aussi, vous devez, à titre personnel, sur vos mails, recevoir des informations comme quoi vous pouvez mobiliser votre compte CPF et compagnie. Il est interdit de faire de la publicité pour mobiliser son CPF. On n'a pas le droit de vous proposer une formation en disant vous pourrez mobiliser votre CPF. C'est interdit. Si vous avez ça, il faut faire remonter l'information à un site dédié parce que le gouvernement est en train de traquer toutes les fraudes qui sont en regard du CPF et de la mise en place du CPF. Sur l'application, c'est très facile avec votre code INSEE. Vous tapez votre code INSEE, vous mettez un mot de passe et hop, vous rentrez sur l'application et vous savez exactement quel droit CPF vous avez. Donc, si vous êtes dans le secteur privé, vous aurez une monétisation qui, si vous n'avez jamais touché à votre compte CPF, et puis que ça fait longtemps que vous travaillez, sera bloqué à 5 000 €. On ne peut pas cumuler au-delà. Donc, voilà. Donc, le jeu est volontaire du gouvernement. C'est quoi? C'est je vous donne un droit de tirage de formation. Utilisez-le pour rabaisser votre compte formation, pour le consommer, pour continuer d'accumuler de l'argent dessus, pour dans 4, 5, 6 ans, continuer à vous former. Si vous ne le consommez pas, vous ne pourrez pas consommer beaucoup, puisque vous ne mettrez pas votre compte à zéro. Et le but, c'est de mettre son compte à zéro pour le réapprovisionner, pour pouvoir redemander une formation, et ainsi de suite. C'est une logique de dynamique et d'évolution permanente. Dans le cadre de la fonction publique, si vous êtes salarié de la fonction publique et que vous avez fait des missions de service privé, vous verrez apparaître du monétisé et de l'heure. L'heure, ça sera ce que vous aurez fait dans le public, et le monétisé, c'est ce que vous aurez fait dans le privé. Donc, si vous n'avez toujours travaillé que dans la fonction publique et que vous n'avez jamais utilisé votre CPF, vous serez bloqué à 150. Voilà, 150 heures de droit de tirage de formation. Si vous êtes salarié du public, ou si vous êtes devenu salarié du public en ayant eu du privé dans votre service, vous avez le droit de demander la transformation en heures de votre monétisation.
qui vient venir se compléter. C'est une des applications spécifiques. Comme si vous êtes parti dans le privé, mais que vous aviez travaillé dans le public avant, vous avez le droit de demander la monétisation des heures. Ça va dans les deux sens. Dans le secteur privé, vous avez un droit monétisé. Cette application vous signale l'ensemble des formations qui sont référencées, finançables par le CPF. C'est des formations qui sont inscrites au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles, ou au répertoire spécifique. Donc, elles sont finançables via votre CPF. Et donc, vous avez le droit de commander la formation. L'organisme de formation qui a mis en ligne cette proposition de formation va recevoir votre demande, se mettra en contact avec vous pour voir si tout est finançable ou s'il faut engager une démarche. Parce que, imaginons, vous avez 1 000 € sur votre compte CPF, la formation coûte 1 200 €. Qui va payer le delta des 200 €? Ça peut être votre employeur qui vous accompagne dans l'effort de formation. Donc, on va demander un abondement. Au même titre, je suis demandeur d'emploi, j'ai de l'argent, sur mon compte CPF, j'ai une monétisation. Je peux demander à Pôle emploi de venir compléter l'effort de formation que je fais en mobilisant mon CPF. Voilà. Ça, c'est pour les salariés du secteur privé. Quand je suis salarié du secteur public, je ne peux pas faire la commande en direct puisque je n'ai pas de monétisation, mais j'ai un solde d'heures. Donc, je ne peux pas commander directement via l'application, ça ne peut pas se faire. Le financement, en fait, la transformation de votre droit en heures sur une commande de formation va se faire via le service de développement des ressources humaines. Ça passe par eux. Donc, c'est pour ça que Myriam vous a dit qu'elle s'était rapprochée de ce service pour mettre en place la mobilisation de son CPF via ce service. Et donc, c'est lui qui va attribuer le volume horaire qui sera pris en compte dans le cadre de la prise en charge de la formation que vous voulez faire. Et donc, bien logiquement, ça nécessite une acceptation préalable de ce service qui n'a pas des fonds illimités. Et donc, il y a des choix. Et ces choix sont toujours faits dans une logique de projet professionnel global. C'est-à-dire qu'il faut, bien évidemment, quand vous demandez à mobiliser votre CPF auprès de ce service de développement des ressources humaines, arriver en disant, moi, cette formation, elle va me permettre ça dans mon évolution professionnelle, dans mon adaptation à l'emploi, et ainsi de suite. Si vous demandez à faire une formation au macramé alors que vous travaillez au PNR, je ne pense pas que ça serait financé. Si vous êtes monétisé dans le privé, ça peut se faire. Je travaille en informatique, je veux faire une formation à sophrologie, et j'ai ce qu'il faut sur mon compte CPF, je peux, dans l'absolu, me le financer. Et ça va prendre aussi, le service de développement des ressources humaines va aussi prendre contact avec votre hiérarchie pour accompagner aussi la possibilité temporelle de suivre la formation. Parce que la formation, elle se fait sur son temps de travail, hors de son temps de travail. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Pour toi, Myriam, c'était... Moi, c'était sur mon temps de travail et je récupérais les heures que je passais en cours, je les récupérais sur la semaine. Voilà, donc il y avait un lissage, une adaptation au sein du service pour permettre l'action en formation. Donc ça demande bien évidemment une anticipation. Il faut vous y prendre 4 à 6 mois à l'avance. Le temps d'instruction des dossiers, des allers-retours entre les différents services, entre les différentes hiérarchies pour la mise en place du système, et toujours avoir une logique de co-construction. Si c'est une formation au sein de l'université hors cadre du plan de formation, il faut passer par le CEFCA, où nous, on va gérer la relation candidature et ainsi de suite. Et puis, en même temps, il faut gérer avec le service de développement des ressources humaines, parce qu'eux vont gérer l'aspect financement. Donc, il faut toujours co-construire et ne pas attendre la réponse de l'un avant d'aller voir l'autre. Il vaut mieux mener de front plusieurs dossiers en même temps. Pourquoi ? Parce que quand on attend la réponse de l'un pour aller voir l'autre, s'il y a des délais, à l'arrivée, on se retrouve hors cadre de la possibilité de financement.
ou hors cadre de la possibilité d'intégrer la formation, il faut attendre l'année prochaine. Et l'année prochaine, les subsides financiers et les subsides de financement auront bougé. Et ce qui était disponible cette année avec un accord deviendra peut-être pas possible l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien anticiper, bien mettre les choses en place. Tout à fait, Laurent, et c'est très important que tu interviennes en tout cas sur la nécessité de mener conjointement votre source de financement et la candidature au sein de la formation, puisque de l'un dépend l'autre, et que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, n'importe quel type de financement, c'est vraiment indispensable de mener entre guillemets les deux de front pour que on puisse, que vous puissiez rentrer en formation à la date prévue et que tout se passe au mieux, Le plus sereinement le possible. plus sereinement possible, que ce soit pour vous, pour nous et C'est intégrer une formation pour un adulte qui est sorti du système de formation initiale depuis un certain nombre d'années ou un nombre d'années certain, ça dépend où on en est dans son parcours. C'est des profondes modifications. Quand on est étudiant en formation initiale, on a 18 à 20 ans, on a fait ça que toute sa vie, on a travaillé des fois un petit peu à côté, mais toute sa vie, on a été étudiant. Quand on est rentré dans le marché du travail, on a des engagements de couple, des engagements de parents, des engagements financiers parce qu'il y a une maison où on a des locations, on a besoin de ressources. Il y a tout un ensemble de paramètres qu'un jeune étudiant n'a pas obligatoirement et qui interfèrent dans la formation. Et donc, quand on rentre en formation, il faut que ça soit un projet de la famille, parce que ça va modifier tous les équilibres, parce que le temps que j'avais avant pour préparer à manger, par exemple, parce que madame prépare à manger, et si madame vient se former, elle a plus le temps de penser à acheter le pain, elle a plus le temps de préparer à manger tout le temps de la même façon, elle peut pas gérer obligatoirement les enfants de la même façon. Donc il y a tout un équilibre qui est rompu, il y a tout un équilibre à acquérir, et bien évidemment, si l'environnement amical, familial ne le prend pas en compte, ça peut être une cause d'échec du projet de formation de la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y préparer mentalement aussi. C'est pas du jour au lendemain qu'on se dit tiens tiens, demain je vais rentrer dans une formation, je viens, je candidate et puis j'y rentre. C'est la meilleure façon d'avoir un échec. Si le financement est sécurisé, si j'ai fait toutes les démarches dans les temps, si je me suis préparé intellectuellement à rentrer dans une formation, je me suis préparé à la pénibilité. J'ai ma journée de travail, je fais des cours à côté, je fais les devoirs à côté, il y a les examens et le stress des examens, mon travail à remplir, ma vie de famille à remplir et tout le reste. Il y a plusieurs métiers en même temps à faire, voilà. Il faut y être préparé. Pour Myriam, c'est un projet de 2 ans. Avec la deuxième année, le Covid, qui a débarqué au mois de mars, en changeant tous les équilibres, mise du télétravail, la formation en télétravail aussi, et tout le reste. Et puis, à l'arrivée, le projet de formation s'est pas trop mal déroulé pour elle, parce qu'elle est trop modeste pour dire comment ça s'est fini, mais il faut lui demander. Oui, alors tiens, du coup, Myriam, le résultat? J'ai obtenu donc le DAUA en 2020 avec mention très bien. Bien, bravo. Merci. Voilà. Oui, c'est bien. Ça montre l'effort. Et puis, je pense que pour les gens qui travaillaient autour d'elle et qui l'ont accompagnée dans la formation, ça peut se dire, ça peut poser des questions. Hein. Elle l'a fait. Pourquoi pas moi? Ça montre plein de choses qui sont possibles. Donc, c'est important. Hein. Et puis, pour la gratification personnelle de la personne, ça, je l'ai fait. Je suis allé au bout. Et puis, je pense que on a le cas de personnes qui viennent, qui ont des adolescents, pour qui l'école bof, et ainsi de suite, et puis qui, voyant les parents, le père ou la mère, reprendre les études, voir ce que ça leur coûte de travailler et tout ça, tout d'un coup, quand on en parle avec nos stagiaires de formation continue, ils disent l'ambiance à la maison, elle a changé parce que les enfants, ils se sont mis au boulot. Ils ont compris que s'ils prenaient pas le train maintenant, ça leur demanderait le triple de boulot quand ils seraient adultes et qu'ils voudraient le faire. Et donc, à la limite, ils essayeront de moins mobiliser de la formation continue ou d'une façon différente. Et donc, voilà, ça change des choses. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une grande mutation pour beaucoup de monde, la formation continue.
Oui, tout à fait, Laurent. J'ai eu ce cas-là à la maison puisque ma fille me voyant travailler et en plus elle a passé son bac en même temps que moi, je passais le DAUA. Donc, me voyant travailler, ça l'a un peu motivée quand même pour s'y mettre aussi. Tout à fait. Donc on voit bien effectivement que c'est quand même une logique, on va dire gagnant-gagnant dans tous les cas, autant sur la vie professionnelle que sur la vie personnelle, hein. On le voit bien ce matin dans l'émission de la VE, on voyait bien aussi l'importance d'obtenir un diplôme par la VE, tout l'engouement et surtout la satisfaction qu'on a professionnellement parlant, l'ascension sociale, la promotion sociale, mais aussi le développement personnel que ça engendre. Je suppose que pour vous aussi, le fait d'avoir obtenu un diplôme après autant d'années, pour vous aussi, ça a été quand même une certaine réussite professionnelle, personnelle. Et du coup, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que maintenant que vous êtes lancé dans la formation, vous avez peut-être de nouveaux projets. Oui, tout à fait. Donc là, actuellement, je prépare ma candidature pour une validation des acquis d'expérience pour un but en multimédia. Voilà. Très bien, et ben, effectivement, on aura l'occasion donc d'échanger, je suppose, prochainement pour vous accompagner dans cette logique de validation des acquis de l'expérience. Et c'est vraiment, c'est très chouette. Et du coup, moi, peut-être pour terminer, avant que nous reprenions avec toi, Laurent, Myriam, quel conseil vous pourriez justement donner au personnel de l'université, même de manière générale, à tout actif qui aurait comme projet de reprendre des études? Quels conseils vous pourriez leur donner sur, je sais pas, la démarche, sur euh, l'envie de reprendre ses études et peut-être les inquiétudes aussi à se remettre dans la logique formation? Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout de ne pas hésiter à contacter les différents services concernés, c'est-à-dire le CEFK, le service développement des ressources humaines, d'aller se renseigner, prendre enfin, aller sur le site de formation aussi pour vraiment cibler la formation qui correspond le plus à ses attentes. Et, et surtout, je trouve qu'on a une chance vraiment inouïe de pouvoir se former tout au long de la vie. Et il faut pas, enfin, faut profiter de cette chance-là pour pouvoir justement acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour pouvoir évoluer. C'est ce que je compte faire puisque avec cette VAE, j'espère bien après pouvoir passer des concours de catégorie A. Tout à fait. Et donc, je trouve qu'on a vraiment cette chance. Et on a un compte personnel de formation, autant l'utiliser comme disait Laurent, sinon de toute façon il se bloque et je trouve ça dommage, vraiment dommage. Donc j'invite vraiment tout le monde à se former. Je trouve que c'est et puis c'est valorisant. Je trouve d'apprendre. Je trouve que je peux pas concevoir de ne pas apprendre, de pas continuer à apprendre régulièrement tout au long de sa vie, quoi. On apprend tous les jours et c'est ça qui est enrichissant pour moi. D'autant plus étant quand même dans une institution où le savoir est le maître mot et en tous les cas un lieu propice, hein, voilà, aux compétences, aux connaissances, au savoir théorique. En tout cas, merci Myriam d'être venue, d'avoir répondu présent à notre appel et votre témoignage, en tout cas, j'espère, pourra donner l'envie à d'autres personnes, en tout cas, de reprendre ces études à l'université ou dans d'autres organismes, mais dans tous les cas, de franchir le pas de la formation tout au long de la vie et d'utiliser ses droits à la formation. Alors, pour venir en complément, vous avez, je pense, entendu l'aspect très positif de la voix de Myriam et des intonations de Myriam. Souvent, les gens qui rentrent dans la formation continue après X années et qui des fois étaient sortis un peu fâchés avec l'école, on ne les arrête pas. C'est-à-dire que ils reprennent un premier diplôme, ça devient possible dans leur tête, et après ils montent, ils continuent, ils ont pris l'envie et ils continuent à se former, ils continuent à monter en compétences, ils font même plein de trucs à côté qui apportent des compétences parce que on est capable de se former nous tout seuls. Il existe des dispositifs qu'on appelle des MOOC qui sont gratuits, sur lesquels on peut accéder, qui prennent 2, 3, 4 heures par semaine. C'est un apport de compétences, de connaissances ponctuelles qui peuvent vous servir tout le temps. Pourquoi pas les faire? Et souvent, on se dit, ouais, il y a d'autres intérêts, il y a d'autres choses, d'autres priorités, et on s'aperçoit que les gens qui ont fait de la formation continue, souvent, ils continuent de se former. Ils ont pris le pli, ils sont rentrés dans le système. Donc, il y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau.
Il n'y a pas de mauvais diplôme. Il n'y a qu'une volonté et souvent, comme disait Julie, quelque chose de très positif. Il en ressort toujours beaucoup de positif. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, peut-être pour terminer là-dessus, quand Laurent disait que oui, peut-être, on va dire, le pied à l'étrier est peut-être compliqué. Et ça peut s'entendre, hein, si ça fait 20 ans que vous êtes sorti du système éducatif, revenir peut être compliqué. Mais pour avoir le cas, hein, je parlais avec ma casquette, je gère un poste aussi de VAE, on en a parlé ce matin, mais des personnes qui reviennent pour passer une VAE, bah, ils ont l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils obtiennent leur diplôme, ils sont aussi très confiants et du coup ils se disent, bah, au final, j'ai validé un bac plus 3, bah, j'ai envie de retourner sur les bancs de la fac et faire un bac plus 5. Et ils reviennent en formation après et ils reviennent resuivre des cours en bac plus 5. Donc non, on a l'effet inverse, on a la VAE et après les suivis de parcours. Et donc Myriam est le témoin inverse qui a déjà suivi une reprise d'études et qui maintenant souhaite se pencher sur de la VAE. Donc on voit que réellement tous les dispositifs peuvent être mobilisables, c'est la conclusion qu'on peut avoir. Tous les dispositifs peuvent être utilisés et justement profiter effectivement de cette chance d'avoir un compte formation, d'avoir autant de dispositifs possibles, des dispositifs employeurs, des dispositifs purement personnels pour pouvoir effectivement monter en compétences, maintenir son employabilité puisque c'est un des grands enjeux de la réforme et dans tous les cas aussi s'épanouir parce que le principal dans un métier, c'est qu'on soit capable de s'épanouir professionnellement et personnellement. Et je m'arrêterai là parce que je pense que je serai capable de vous faire un petit séminaire sur l'épanouissement professionnel et personnel. Ce n'est pas le but. Laurent, peut-être du coup, recontinuer, en tout cas terminer sur les 10 minutes qui nous restent, je sais pas, tu pourrais peut-être nous expliquer, tiens, moi je me posais la question, la période de professionnalisation, ça existe toujours Alors, ou ça pas? existe toujours. J'ai même découvert en préparant cette allocution, cet échange, qu'elle existait aussi dans le secteur public. Elle s'appelle toujours période de professionnalisation. Donc, dans le secteur privé, c'est devenu la PROA. Qu'est-ce que c'est que la période de professionnalisation? En fait, c'est l'accès à une formation qualifiante par la voie de l'alternance pour quelqu'un qui est déjà salarié. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fonction publique et qui est salarié en CDI, contractuel de la fonction publique en CDI, peut suivre un diplôme en alternance entre son lieu de travail et l'organisme de formation par ce biais de dispositifs de formation en alternance. Globalement, c'est toujours les mêmes modalités de financement. Pour le privé, c'est des fonds liés aux opérateurs de compétences et à l'entreprise. Et pour le secteur public, on est dans le cadre de la période de professionnalisation en lien avec le service de développement des compétences. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Des ressources humaines, pas des compétences. Voilà. Et puis, bien évidemment, ce dont on a parlé dans l'émission précédente, c'est tout ce qui est reconversion professionnelle avec les dispositifs qui vont permettre d'être détaché de son employeur pour pouvoir venir se former. Alors, nous avons dans le secteur privé, on a eu des témoignages importants dans la précédente émission, c'est le projet de transition professionnelle, où on garde son statut, où la formation est prise en charge par des cotisations patronales et où, bien évidemment, le salaire est maintenu et le poste est maintenu. Ça nécessite bien évidemment une très grande anticipation. On est toujours dans le cadre de projets qui mettent 6 mois à s'élaborer au minimum et où on va mener en parallèle et les candidatures pour être retenues dans la formation qu'on vise et toute l'instruction du dossier qui va aboutir à la prise en charge financière et donc à la gestion de l'intendance durant tout le temps de formation. Ça existe aussi dans le secteur public. Et dans le secteur public, attention, ça s'appelle le congé de formation professionnelle, donc le CFP et non pas le CPF. Ne pas se tromper avec ce système. Et ce congé de formation professionnelle
permet de se former tout en gardant son statut. Il est lui aussi anticipé de façon importante. Ça demande nécessité de validation hiérarchique qui prend un temps d'instruction assez important parce que ça va nécessiter pour la hiérarchie d'envisager le remplacement temporaire de l'agent sur son poste puisqu'il est détaché pour aller se former. Et le financement va se faire par le biais de l'administration ou pas. C'est-à-dire qu'on va donner le droit aux fonctionnaires d'aller se former, on lui libère son temps, mais par contre on lui dit on ne te prendra pas en charge le coût de la formation. Ça peut exister. Donc mobilisation de CPF et ainsi de suite. Donc ça retarde d'autant le système. Par exemple, on a des relations avec des enseignants qui veulent venir se former sur ces choses-là. Cette demande faite au rectorat, elle doit aboutir avant fin février. Hein. Donc tous les gens qui arrivent maintenant, on leur dit ça sera pour l'année prochaine. Pour cette année, c'est fini. Il n'y a pas possibilité de mobiliser pour eux un CFP. Ils arrivent trop tard dans le plan de formation de leur employeur. On a déjà parlé du compte personnel de formation. Et donc, la formation continue génère toujours une prise en charge du coût de formation puisque on va mobiliser des fonds de formation qui sont cotisés et par l'employeur et par le salarié et qui sont mutualisés et donc il faut toujours anticiper une demande de financement. Quand on est en recherche d'emploi, il faut demander à Pôle emploi, il faut montrer que la formation qu'on veut faire va servir à se qualifier, donc trouver un emploi, ou que le secteur d'activité vers lequel je veux me reconvertir est porteur d'emploi. Donc ça nécessite à minima aux demandeurs d'emploi d'avoir fait une démarche d'aller sur le site internet de Pôle emploi en disant je veux faire tel type de métier, combien il y a d'offres d'emploi par semaine, combien il y a d'offres d'emploi dans mon coin, je suis pas mobile et les seules offres d'emploi elles sont du côté de Marseille. Je suis à Dijon, je pense que Pôle emploi Dijon n'accompagnera pas l'effort de formation. C'est tout bête, hein, c'est logique. Il est là pour accompagner quelqu'un qui va aller vers l'emploi. Si ça passe par une formation, il faut que ça soit logique dans le cursus de formation. Et donc nous, au niveau du CFK, on est aussi là pour accompagner les gens dans cette notion d'émergence de leur projet professionnel pour donner une cohérence. On en a parlé avec les collègues de Transition Pro. Ça peut être la même cohérence qu'on va donner comme information pour que la personne puisse aller voir le service de développement des ressources humaines pour montrer que ça va avoir un impact sur son évolution professionnelle. Voilà. Très bien, merci Laurent. Je vous remercie, j'espère avoir été clair en étant concis. Donc 2 interlocuteurs si vous travaillez à l'université, le service dédié de développement des ressources humaines, et puis le CEFCA si vous envisagez de suivre une formation qui est à l'université. Ok, merci Laurent pour ce petit exposé, en tous les cas, sur les droits possibles pour se former. Moi, je tiens quand même à remercier encore une fois donc Myriam Cabaret d'être venue témoigner aujourd'hui. Je regarde au niveau du chat en direct, est-ce que nous avons des questions ou pas avant de clôturer l'émission? Non, aucune question. Ok, très bien, parfait. Donc, mon directeur m'a rejoint à ma droite. Je me sens un peu plus épaulée du coup pour terminer la journée. Donc déjà, moi, je vous tiens à remercier donc l'équipe pour cette émission, pour dire qu'en définitive, si vous êtes salarié de l'UB, effectivement, il y a différentes modalités de financement qui peuvent s'offrir à vous. On l'a donc bien vu avec Myriam. Afin d'affiner votre projet, comme l'a dit Laurent, prenez contact avec le service de développement des ressources humaines, d'une part, et avec effectivement donc, notre service, le CEFCA, si vous souhaitez réaliser une formation de l'université. Et puis donc maintenant que cette émission est terminée, nous allons donc clôturer la journée. Je vais donc déjà laisser la main à mon directeur, donc Monsieur Thomas, qui nous a rejoint pour dire quelques mots sur cette journée et je pense remercier un peu toutes les personnes qui nous ont aidés à ce que cette journée se passe au mieux. Tout à fait, Julie, merci à vous. Oui, je voulais simplement, effectivement, et étant très bref quand même, sur cette grande journée, cette première journée qui vous a été proposée par rapport à un certain nombre de thématiques. Et je tenais particulièrement à remercier l'équipe et l'ensemble du CEFCA pour avoir imaginé cette organisation
aussi bien dans sa forme un peu innovante pour laquelle, voilà, aujourd'hui, nous avons proposé ce webinaire qui sera d'ailleurs disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'université. Et puis surtout, d'avoir effectivement imaginé cette organisation en mobilisant toutes les ressources que nous avons effectivement dans le réseau que le service commun a pu constituer et également avec les composantes de l'université. Les partenaires qui sont venus, entreprises, structures comme Transition Pro, etc., qui ont pu venir témoigner, apporter leur expérience, apporter effectivement des éléments concrets sur les parcours qui ont pu être construits. Donc c'est très important qu'ils puissent venir démontrer, voire expliquer tout ce processus-là. Donc un grand merci à tous, une fois de plus à l'équipe du CEFCA, à tous nos partenaires et les témoignages de nos collaborateurs directs ou des entreprises. Je n'oublie pas également nos collègues à la technique du PNR qui, sans eux aussi, cette émission n'aurait pas pu se faire. Et je tiens aussi à vous repréciser, comme l'a évoqué Julie, si après les émissions, ça a suscité un petit peu d'intérêt de votre part, des questionnements, voire des envies, n'hésitez pas, le service commun de formation continue alternance est là pour répondre à vos attentes. Il suffit de nous contacter, on pourra prendre rendez-vous avec les collègues pour qu'on rentre un peu plus dans le détail et voire même répondre à votre question à titre individuel en particulier, puisque chaque parcours a une particularité et notre objectif, c'est de répondre à chacun d'entre vous. Donc merci encore à tous et à toutes et en espérant peut-être que c'est qu'une première et que nous puissions continuer peut-être sur d'autres thématiques. On essaiera de faire un petit retour global de cette journée pour envisager peut-être des suites et sur peut-être des thématiques encore plus importantes et sur des zooms particuliers. Merci encore à tous. Bien, merci Monsieur Thomas. Et donc du coup, moi, je vais terminer cette journée en vous remerciant tous, encore une fois, comme l'a fait mon directeur, mais moi, à titre un peu plus individuel, de m'avoir laissé la main pour présenter, animer cette journée. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain nombre de temps. Donc, je vous remercie à tous, mon service, en tous les cas, pour cette confiance. Je remercie aussi les collègues du PNR pour leur logistique et pour m'avoir aussi permis de pouvoir présenter cette journée. Et n'hésitez pas, donc les replays seront disponibles effectivement sur la chaîne de l'Université de Bourgogne. Et pour toute question, pour toute création de formation, puisque nous avons eu des enseignants aujourd'hui, donc pour toute création de formation, adaptation, pour une reprise d'études, et là je m'adresse au personnel de l'université, aux futurs candidats, n'hésitez pas, le CEFCA est là pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes vos demandes. Donc n'hésitez plus, il suffit juste de nous contacter, de passer nous voir à la maison de l'université et on sera très heureux de répondre à vos interrogations. Et pourquoi pas faire une seconde émission avec des sujets différents, variés, et on sera également disponible pour écouter vos suggestions et vos propositions pour faire une seconde émission. Donc moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'Université de Bourgogne.